Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous de la ligne 100. Nous allons aujourd'hui parler de la GED by ACS avec Bruno Adler, responsable de la ligne 100 chez Apogea. Vous avez à votre disposition, si vous le souhaitez, un chat. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions au cours du webinaire. On va réserver une petite session de questions-réponses à la fin du webinaire où Bruno répondra à vos questions. Et le webinaire est enregistré et vous allez pouvoir retrouver le replay sur la chaîne YouTube Apogea. Et je laisse la parole à Bruno. Merci Jessica. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la facture de la ligne 100 en lien avec la facture électronique. Donc on va effectivement aborder le sujet de la GED by ACS, donc l'une des nouveautés et des nouvelles options proposées par Sedge disponibles sur ACS. Mais on va faire évidemment un point sur cette fameuse réforme de la facture électronique et donc aborder les différentes actualités pour bien voir où on en est, ce qui reste à faire et surtout voir que les délais se raccourcissent de jour en jour. Une bonne partie de la présentation se concernera effectivement la GED by SS avec une démonstration qui vous sera faite afin que vous puissiez bien prendre connaissance des fonctionnalités, des possibilités de l'outil et surtout de voir dans quelle mesure ça peut être intégré dans votre mode de fonctionnement. Et puis on terminera effectivement par une session de questions-réponses sur les différents sujets abordés aujourd'hui. On va commencer donc par l'actualité de la facture électronique avec un rappel que je pense tout le monde connaît à présent, mais pour bien voir que la date butoir s'approche petit à petit. Le planning de déploiement de la facture électronique avec la première échéance qui concerne absolument toutes les entreprises. Et je tiens à le préciser, toutes les entreprises doivent être en mesure, à compter du 1er septembre 2026, de réceptionner les factures dématérialisées. Donc, on est maintenant à moins de 11 mois même euh, de, de- de cette mise en application de cette obligation légale. On a encore moins de temps pour se préparer parce que si on enlève tout ce qui va être jours fériés, week-end, congés, etc., ça ne laisse pas beaucoup de temps. Donc, il y a un petit degré d'urgence à présent à être conforme, à être prêt pour cette réforme de la facture électronique, en sachant que cette date du 1er septembre 2026 est une date butoir, donc c'est au plus tard à cette date que vous devez être prêt. Rien ne vous empêche d'être prêt un peu avant pour anticiper la réforme et le jour J être en conformité. L'échéance de septembre 2027 va concerner principalement les PME et les TPE qui auront cette obligation d'émission des factures électroniques. Les grandes entreprises, elles, seront passées sous ce format dès le 1er septembre 2026 et les PME et TPE suivront un an plus tard. Là aussi, c'est une date butoir où vous pouvez anticiper et le faire avant si vos outils sont prêts. Au niveau de l'actualité, on l'a appris il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, toutes les entreprises devront passer par ce que l'on appelle à présent une plateforme agréée. Donc, un changement de dénomination a été opéré courant d'été. Donc, les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, sont devenues des plateformes agréées, ce qui ne change rien dans leur mode de fonctionnement, dans leurs fonctions. Elles ont toujours pour but d'échanger les données dans l'un des formats imposés par la réglementation, de pouvoir gérer le cycle de vie de la facture, donc les différents statuts obligatoires et facultatifs éventuellement sur ces factures, et puis évidemment de remonter, de transmettre au portail public, donc le fameux PPF, toutes les informations obligatoires dans le cadre du calcul de la TVA. Et encore une fois, tout ça doit être utilisé à partir du 1er septembre 2026. Le PPF, lui, se recentrant uniquement sur la réception des données pour le calcul de la TVA et la gestion d'un annuaire qui va permettre aux différents acteurs, aux plateformes, d'échanger. Quand on parle d'obligation donc à passer par une plateforme agréée, ça veut dire qu'il va falloir que vous déclariez une adresse de facturation électronique, permettant justement d'identifier à la fois la société et la plateforme qui est utilisée. Alors,
Pourquoi? Quand? Comment? Déjà, cette adresse de facturation électronique, comme je disais juste avant, c'est un identifiant unique qui va permettre, dans ces échanges, de pouvoir envoyer et recevoir les factures entre entreprises. Donc c'est surtout pas une adresse mail, justement, hein, c'est cette notion de dématérialisation par mail, c'est pas du tout le cas. Hem, on est, sur, un identifiant qui va être composé du sirène de l'entreprise et de, l'identifiant de cette plateforme, qui sera agréée. Et c'est cet élément-là qui permettra d'acheminer la facture vers le bon destinataire, dans le cadre de ces échanges dématérialisés. Donc pas de traitement, de traitement manuel, pas de risque d'erreur dans ces cas-là. C'est, en fonction de cet identifiant que les factures pourront, aller, aux bonnes plateformes et aux bonnes sociétés. Toutes ces adresses de facturation vont être enregistrées donc dans ce fameux PPF, donc dans le répertoire du PPF, qui permettra d'être, et qui sera interrogeable par les différents outils pour pouvoir, faire le lien entre votre client et sa plateforme de dématérialisation. Si on prend l'exemple, typiquement du numéro sirène 1 2 3 4 5 7 8 9, qui va être inscrit depuis la plateforme agréée Sedge par exemple, cette adresse de facturation électronique sera sous la forme 1 2 3 4 5 7 8 9 underscore 0052, le sirène d'un côté et l'identifiant de Sedge, dans le cadre de son immatriculation auprès de l'administration. Et c'est cette information qu'il va falloir, référencer, je dirais, dès que possible pour être en conformité. Alors, pourquoi se référencer? On vient bien de le comprendre, hein, c'est que ça permet de répondre à la première obligation, de la RFE, à savoir permettre la réception des factures fournisseurs. Sans ce référencement, je ne pourrais pas recevoir de facture, donc je ne suis pas en conformité et je pourrais, éventuellement avoir des pénalités, des risques, dans le cadre de cette réforme. Quand? Vous pourriez dès à présent, enregistrer votre adresse de facturation électronique dans l'annuaire du portail public de facturation. On va le voir justement. Sedge a mis en place un assistant qui va vous permettre, en tant que société, de vous référencer à l'aide du lien qui est présent ici, qu'on pourra vous communiquer par la suite évidemment, en sachant que le fait de vous référencer dans l'annuaire, c'est une action qui n'est pas irréversible, évidemment. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, rechanger de plateforme, en avoir plusieurs également. Et puis surtout, c'est quelque chose qui n'a pas de coût. Le fait de passer par Sedge, vous n'avez pas de coût supplémentaire à utiliser la plateforme de Sedge dans la limite des 12 000 documents que vous allez pouvoir échanger avec la plateforme de Sedge. Donc, si vous êtes en dessous des 12 000 factures clients et fournisseurs à l'année, euh, l'échange de factures électroniques sera complètement gratuit pour vous, à la différence d'autres éditeurs qui vous factureront dès la première facture. Pour s'enregistrer, comme je vous le disais, il suffit de se connecter sur ce site de Sedge, s'identifier avec un Sedge ID que vous utilisez peut-être déjà dans le cadre de différents services Sedge, l'alias fiscal par exemple, avec la paye aussi, ou d'autres outils Sedge comme SPC par exemple. Et puis sur ce portail, vous allez retrouver ici la possibilité d'ajouter une entreprise et d'enregistrer l'adresse d'une entreprise auprès de l'administration. La première opération étant de sélectionner la gamme de produits à partir de laquelle vous allez travailler. Et puis, vous allez pouvoir ici renseigner les informations d'identification de l'entreprise. Le nom de la société, j'ai marqué ici Apogea Test, un code client, donc qui est votre code client Sedge, que vous devez certainement disposer, sinon vous pouvez vous rapprocher de votre commercial Apogea, qui sera en mesure de vous le communiquer. Et puis, je vais pouvoir ici renseigner mon numéro sirène qui va être repris dans le cadre de l'enregistrement de votre entreprise. La deuxième étape va être de renseigner les informations d'identification, d'adresse de la société. Pour finir, on va retrouver ici les informations de l'utilisateur qui se prend en charge
l'inscription auprès de cet annuaire. Donc dans mon cas, hop, je vais renseigner mes informations, je confirme que je suis bien, donc je confirme mon identité, que les informations fournies sont bien exactes, et ensuite je vais indiquer que je suis également légalement autorisé à agir au nom de mon entreprise. Alors, quand on parle de personnes autorisées, autorité légale pour enregistrer l'APA, alors ça peut être dans le cas d'une association un directeur, un comptable, un responsable comptable. Il faut que l'utilisateur ait une fonction bénéficiant d'une autorisation de la direction de représenter l'entité légale, euh, à l'instar d'une signature de contrat par exemple. C'est sûr qu'une signature en PO ne sera pas acceptée évidemment, mais en règle générale, on va être plus sur un directeur administratif et financier, un DG, pourquoi pas, ou un responsable comptable. Heu, Tout va dépendre un petit peu de l'organisation de chaque entreprise. À partir du moment où j'ai renseigné toutes ces informations, je peux continuer et le système va me demander d'indiquer la date effective à laquelle je souhaite que l'APA Sedge gère mes factures. Par défaut, ça sera automatiquement la date J+1. Donc, à compter de demain, j'aurai la possibilité d'être avec cette plateforme de dématérialisation. Euh, Cette date, c'est une date qui a été demandée par le gouvernement et qui va permettre à l'annuaire de savoir quand considérer que le choix de la PA est la bonne. Donc, euh, dans l'annuaire, aucune entrée ne sera supprimée. Même si vous changez de plateforme de dématérialisation par la suite, bah, c'est la date la plus récente qui va être prise en compte, ce qui veut dire que il suffit de se référencer avec une autre plateforme si vous le souhaitez, à une date ultérieure, et c'est cette plateforme qui prend le relais. Donc, idéalement, vous laissez la date du lendemain. Comme ça, dans le cadre de cette réforme, vous êtes prêt dès aujourd'hui à pouvoir dématérialiser vos factures. Si vous mettez une date postérieure au 1er septembre 2026, le risque, c'est que dans ce laps de temps, vous n'ayez pas de plateforme, que vous ne puissiez pas recevoir de facture et donc que vous soyez un peu, que ça pose souci. Vous retrouverez ici toutes les informations renseignées que vous pouvez vérifier et compléter, modifier si besoin était. Et la soumission à l'annuaire va se faire en cliquant sur le bouton soumettre à l'annuaire. Et c'est une fois que ce traitement aura été fait que vous aurez sur cette page d'accueil la liste des structures pour lesquelles vous avez fait ce référencement, avec ici un statut en attente ou référencement effectué. Euh, on a constaté là dernièrement que le référencement se faisait en quelques minutes à peine et vous étiez directement euh, référencé auprès de la plateforme agréée de Sage. Voilà pour ce petit assistant de référencement auprès de l'annuaire. Donc, encore une fois, nous, on vous conseille de vous référencer le plus tôt possible. Ça n'engage à rien, pas de coût supplémentaire. Vous respectez l'obligation légale. D'autant plus que si vous disposez de solutions Sage, Compta, Gescom, les outils seront évidemment tous compatibles, interconnectés et permettront de se simplifier les échanges entre les plateformes et les outils. Donc, il n'y a que du bénéfice à se déclarer auprès de la plateforme agréée Sage dès à présent. Au niveau de l'actualité de la facturation électronique également, on a pu constater que certaines mesures de simplification avaient été prises. Donc vous avez une partie de ces modifications, de ces simplifications qui ont été intégrées ici. Certaines suppressions de données dans les lignes de facture du reporting, euh, d'éviter par exemple de faire du e-reporting quand il n'y a rien à e-reporter, donc du e-reporting à blanc, d'exclure du périmètre de e-reporting tout ce qui est opération hors UE réalisée entre assujettis établis en France. Donc voilà, toutes ces mesures ont pour objectif de simplifier un petit peu la mise en application de cette réforme. On constate également que des mesures de tolérance ont été prises dans les méthodes de calcul, au niveau des régimes de sanctions pour les entreprises n'ayant pas de sirène et n'étant toujours pas présents dans l'annuaire. À la limite, cette exclusion n'a pas lieu d'être si vous référencez comme on l'a vu au préalable. Là aussi, un report d'obligation pour les assujettis non établis. Donc, c'est vraiment une partie des entreprises. Hein. Tous les autres sont concernés dès 2026. Donc,
C'est en cours. Ces mesures vont faire l'objet d'inscriptions en doctrine ou dans le décret ou arrêté qui vont arriver, qui vont remplacer ceux d'octobre 2022 et potentiellement donc des modifications qui seront au travers de la loi de finances 2026. L'objectif véritablement, c'est de faciliter autant que possible le déploiement de cette réforme qui, bah, dont la date d'échéance arrive rapidement. La réforme qui est déjà bien engagée. On a plus de 100 plateformes agréées qui sont disponibles. Un annuaire qui est opérationnel et qui va être prochainement accessible à partir des applications Sedge. L'interopérabilité avec People, donc, qui laisse présager d'autres échanges possibles par la suite. Et puis, des premiers échanges de factures qui vont pouvoir être réalisés entre plateformes agréées, avec aussi la publication de nouvelles normes Z12-012 et Z12-014. Donc voilà, donc là, les dernières nouvelles, c'est véritablement de faire en sorte que tout se passe le plus facilement possible et que une véritable simplification soit opérée pour la mise en place de cette réforme dans la dernière ligne droite. En complément de ces nouveautés légales, Sedge a mis à disposition depuis le mois de juillet une version 12 de ses applications 100 qui vont intégrer différentes nouveautés. Donc, on vous a synthétisé ça sur cette slide avec des nouveautés en lien évidemment avec la facture électronique. On peut le voir ici avec tout un tas d'améliorations en lien avec les messages d'information pour l'inscription au Sedge Connect, donc le Sedge Network, l'environnement de la plateforme agréée de Sedge. Des messages de notification également lorsque des traitements sont réalisés en lien avec les factures, la possibilité de déterminer des comptes bancaires sociétés préférés sur les factures de vente, une des obligations également de la réforme de la facture électronique. Donc il y a une grosse partie des nouveautés qui vont être véritablement liées à cette réforme. Et puis, vous allez constater que d'autres nouveautés vont être en lien avec, par exemple, les moyens de paiement et l'actualisation des formats bancaires, le fameux ISO 20022, la possibilité de gérer les virements instantanés. Et puis, sur tous les modules 7 je sens qui gèrent des exercices, donc je pense à la compta et aux moyens de paiement justement, vous disposerez maintenant de 10 années en ligne. C'est-à-dire que c'est au bout du 11e exercice que vous aurez besoin d'archiver vos données. Vous ne serez plus obligé de le faire au bout de 5 ans. Vous pourrez toujours le faire quand vous voulez, mais l'obligation technique sera au bout de 10 années en ligne. Euh, vous devrez archiver. On a aussi d'autres améliorations sur la partie compta, évidemment. Alors, on reprend aussi cette notion de compte bancaire société que l'on va pouvoir déclarer sur le client ou le fournisseur, et ça aussi, c'est en lien avec la facture électronique. La possibilité d'appliquer aussi des modèles de saisie en réception de facture pour les utilisateurs du data clean qui auront l'intégration automatique des factures. Ce modèle de saisie permettra d'imputer comptablement la facture sans rien faire. D'autres aides à la correction des erreurs vont être disponibles aussi au niveau de la gestion commerciale pour toute la partie comptabilité. Et puis un point important sur la partie objet métier. Donc, pour le rappel, ce sont des outils qui permettent d'interfacer Sedge avec d'autres solutions métiers en toute sécurité. La prise en compte de ces fameux 10 exercices en ligne, ce fameux compte bancaire qui va être pris en compte également, mais surtout, à partir des versions 12, une compatibilité ascendante des objets métiers sera disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes en V12, qu'un développement a été compilé pour fonctionner avec une version 12, les versions suivantes, votre outil n'aura pas besoin d'être recompilé, d'être mis à jour, sauf si vous avez besoin de fonctionnalités complémentaires liées aux évolutions, mais votre outil métier sera toujours compatible, que vous soyez en V13, en V14, en V15. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de recompiler, de remettre à jour votre logiciel. Ce qui va avoir son importance parce que des mises à jour Sedge, on va en avoir quelques-unes dans le cadre de la réforme de la facture électronique. Sedge a prévu déjà de sortir une version 12.10 d'ici la fin de l'année, une version 12.20, donc des mises à jour mineures qui ne pourront se déployer que sur des versions 12. Donc la 12.20 va être disponible début 2026, sur le mois de février-mars.
En décembre 2026 également, une autre version sera disponible. Donc la version 12 dont on parle ici est vraiment la version qui va vous permettre de vous simplifier les évolutions futures, parce que, typiquement, ces mises à jour mineures pourront se déployer facilement par, des auto-updates que vous aurez dans les applications. Auto-updates qui vont pouvoir être administrés par un utilisateur ayant les droits d'activer ou pas l'installation des mises à jour et vous permettront d'être autonome sur le déploiement des logiciels, sachant que ces mises à jour mineures ne nécessiteront pas d'installer quoi que ce soit sur les serveurs, ni de faire de conversion de base. C'est uniquement une mise à jour applicative et pas structurelle au niveau des bases de données. Et cette compatibilité ascendante va dans ce sens-là, c'est-à-dire que je fais la mise à jour de mes applications, mon développement, que je sois en V12 ou V12.10 ou V12.30, sera toujours compatible avec cette version. Voilà pour ces nouveautés V12. Donc, vous pouvez accéder à la liste des nouveautés directement à partir de vos applications. Vous disposez d'une tuile nouveautés qui va vous permettre, application par application, de retrouver ces informations plus en détail avec quelques captures d'écran, etc. Mais voilà, la version 12 est vraiment la version importante dans le cadre de cette réforme de la facture électronique. On va parler à présent de la GED. La GED, ou gestion électronique de documents, qui a pour but de dématérialiser l'ensemble des documents échangés par une société. Donc on parle de démat déjà avec la partie facture fournisseur, facture client. Là, la GED, ça va être véritablement de pouvoir dématérialiser l'ensemble de ces documents, de les stocker, de les enregistrer sur un espace qui va me permettre de faire tout un tas de choses sur ces documents. Alors, quels sont les constats justement au niveau des documents que toute entreprise va gérer? On constate déjà que l'information est en silo. Je vais avoir certains documents papier, d'autres informatiques. Je vais avoir des contrats qui vont être dans une armoire, des relances qui vont être stockées ailleurs. Donc, de l'information qui va se trouver à différents endroits sans organisation particulière. Des échanges aussi qui vont être excessivement dépendants du papier. On constate encore aujourd'hui que beaucoup impriment des factures, impriment des relances, impriment tout un tas de choses. Donc le papier est encore assez courant dans les entreprises. Et cette gestion du papier rend difficile l'accès à l'information, qui plus est hors de l'entreprise. Si j'ai pas pris avec moi mon parapheur avec mes documents à valider, si j'ai pas mon cahier avec les données dont j'ai besoin, en dehors de l'entreprise, je suis un peu perdu. On constate également que ces données sont archivées, mais sans forcément être sécurisées, que ce soit des données papier, mais aussi des données informatiques. C'est pas parce que je vais stocker sur mon ordinateur une liste de contrats dans un répertoire sur mon ordinateur qui va être sauvegardé, qui va être que je vais pouvoir retrouver des données en cas de problème sur mon PC. Et puis on se rend compte que tous ces processus ont un coût, c'est chronophage, ça prend du temps. Donc voilà, il y a moyen d'améliorer tout ça. Alors justement, l'objectif de la GED, qu'est-ce que ça va être? Ça va être déjà de réduire tout un tas de choses. Réduire les coûts, réduire le temps d'accès, retrouver de l'information facilement. Ça va permettre également de structurer ma donnée, de pouvoir organiser toutes ces informations dans des répertoires spécifiques, de pouvoir la stocker de manière simple, cohérente. Et puis, par rapport à ça, de pouvoir faire des recherches de mes documents selon différentes informations, par des mots-clés, par des indexations des documents, par des recherches full text. Donc, tout un tas de fonctionnalités me permettant de retrouver les informations dont j'ai besoin. Également, ça va me permettre de transférer, de partager cette information à d'autres personnes, que ce soit des personnes internes à l'entreprise, des personnes externes. Je vais pouvoir partager ces informations de manière simple et sécurisée. Je vais pouvoir intégrer mes données en toute sécurité également.
en fonction des droits d'un utilisateur, il aura la possibilité de déposer des PDF, de déposer des documents Word, Excel ou autres, dans des dossiers auxquels il a accès. Tout ça reposant sur une sécurisation des accès. Je me connecte avec un identifiant, j'ai des rôles dans l'application, je ne peux pas tout faire, j'ai véritablement des droits. Et puis, cet environnement est sécurisé, c'est-à-dire qu'il est hébergé en mode SaaS, donc avec des sauvegardes quotidiennes, régulières, dont je n'ai pas à m'occuper. Je suis sûr que mes données seront toujours disponibles. Et puis, mes données disponibles seront archivées effectivement dans cet environnement et me permettront de retrouver tout un tas de documents depuis X années de manière très simple. Donc, l'archivage va être géré en lien avec la sécurisation dont on parlait juste avant. Alors, on a différents usages possibles avec une JED. Typiquement, ça peut être, pourquoi pas, la réception des courriers entrants. Au secrétariat, mes courriers, je vais pouvoir les stocker dans la JED, les classer dans les répertoires qui vont bien et les rendre accessibles aux personnes qui en ont besoin. Le service qualité avec les dossiers de qualité qui vont pouvoir être aussi organisés, stockés au même endroit, mais dans des dossiers spécifiques. Le marketing, l'ADV, pour tout un tas de suivis qui seront disponibles et qui vont simplifier la recherche d'informations. Le service achat, gestion de support, on va le voir, ça peut être aussi le stockage de factures fournisseurs, pourquoi pas de factures clients, stocker de la documentation technique, tout un tas de manuels utilisateurs ou autres, et puis tout ce qui sera lié à la direction avec la communication interne. Tout ça va pouvoir être stocké dans cet espace et rendre accessible aux utilisateurs. Au niveau des fonctionnalités, on en a déjà un petit peu parlé, mais une va être particulièrement intéressante. On va pouvoir donc classer et archiver nos données. Donc, j'organise mes dossiers, je crée des sous-répertoires, je donne des accès, j'archive les données. Ces données seront des données collaboratives. Je vais pouvoir les partager évidemment en fonction des utilisateurs. Un moteur de recherche intuitif et puissant qui va me permettre de retrouver toute information dont j'ai besoin, par le biais de mots-clés comme on le disait, avec la possibilité également de mettre en place des workflows de validation, de suivi dans la JED pour permettre de contrôler les données en amont qu'elles rentrent dans l'outil. Et puis, vous allez avoir un lien dynamique avec cette Je sens. Comme on va le voir dans la présentation, l'outil va vous permettre de capitaliser sur ce que vous avez dans Sedge et typiquement toutes les informations, une arborescence va pouvoir se mettre en place en rapport avec vos clients, vos fournisseurs, vos salariés, afin que vous puissiez déjà avoir les premiers dossiers dans lesquels vous allez stocker ces informations. Donc c'est véritablement l'objectif, c'est de gagner du temps sur des activités qui sont chronophages et qui vont impacter la productivité de votre entreprise. Ça centralise en un point unique tous vos documents, quelle que soit l'origine. Le papier, je vais le scanner, je vais pouvoir l'envoyer. Une origine digitale, donc des factures que vous recevez par mail, des contrats signés, des documents techniques. Tout ça va pouvoir être stocké, quels que soient les formats numériques, et accessible, quel que soit le support utilisé. Que vous soyez sur un ordinateur, une tablette, même un téléphone, que vous soyez dans l'entreprise ou en déplacement, vous allez pouvoir récupérer ces documents, voire même les partager aux utilisateurs. Je vous propose qu'on fasse une petite démonstration de cette JED afin que vous sachiez exactement comment ça fonctionne. Donc, pour les utilisateurs d'ACS qui connaissent déjà la solution ACS et qui l'utilisent pour la partie achat, vous allez vous identifier de la même façon sur la même URL avec les mêmes identifiants et vous accéderez à des menus supplémentaires, dont le menu Tout document, qui va être le menu justement vous permettant, pardon, j'ai pas cliqué au bon endroit, voilà, le menu qui va vous permettre d'accéder à l'arborescence qui aura été mise en place au niveau d'ACS. Nativement, comme on le disait, vous avez un connecteur natif avec Sedge, ce qui va vous permettre automatiquement de retrouver l'arborescence des clients, des fournisseurs et des salariés. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on a la possibilité d'organiser ces dossiers
en créant ses propres dossiers qui vont venir en complément. Donc typiquement, si vous cliquez sur, ici les fournisseurs, bah, je vais avoir l'arborescence qui va me permettre de retrouver ici tous mes fournisseurs avec la fonction de recherche. Voilà, mon fameux fournisseur bio, de la base bijoux, je vais retrouver sa fiche et dans sa fiche, je vais retrouver les différents dossiers qui auront été organisés dans lesquels, bah, je vais pouvoir stocker des éléments, des courriers dans mon cas, des litiges, toute la partie administrative et puis, bah, comme je suis utilisateur d'ACS, j'ai un dossier facture d'achat qui va s'auto-alimenter des factures que je vais traiter dans ACS. Donc on voit ici qu'on est en fait avec un lien sur la facture, qui est ici, avec, le numéro de facture, la date et les montants. J'ai d'autres colonnes qui vont me permettre de visualiser un petit peu, bah, dans mon cas, le statut. Est-ce que le bon à payer a été donné? À quelle étape sinon je suis de la validation? Et tout simplement, en cliquant sur ce lien, bah, le système va me permettre de retrouver la facture et de savoir où j'en suis. Et là, j'ai l'intégralité de la vie de la facture, entre les données qui ont été indexées, l'activité, la piste d'audit fiable et les éventuelles pièces jointes qui auraient été saisies. Tout ça, je le retrouve ici et puis, bah, cette arborescence, je vais pouvoir, m'en servir pour, naviguer dans l'application. J'ai la capacité d'afficher cet écran de différentes façons, sous forme de grille, sous forme de liste. Cet affichage aurait son importance parce que, bah, si je vais dans un répertoire où j'ai directement ici des des documents, bah, le fait de l'avoir en mode grille me permet d'avoir un aperçu et de pouvoir retrouver un peu plus facilement le document dont j'ai besoin et puis pourquoi pas de le télécharger. Les documents que je vais avoir justement à l'écran, si je retourne justement sur mes documents qualité, ces documents, et on verra comment les déposer par la suite, je vais avoir la possibilité d'agir dessus. Comme on le disait, ce document, je peux le rendre accessible et donc le télécharger. Je vais pouvoir, le partager et dans ce cas-là, bah, je vais pouvoir en interne, dans la société, bah, saisir le nom d'une personne, et le système va me proposer un des utilisateurs de l'application et je vais avoir la possibilité de lui donner des droits de consultation, de modification, pour qu'il puisse prendre connaissance du document. Également, si je veux le rendre accessible à d'autres utilisateurs, d'autres personnes en dehors de ma structure, bah, je vais pouvoir ici l'exporter et là, c'est moi qui vais pouvoir taper l'adresse mail de la personne à qui je vais envoyer un lien de téléchargement avec la possibilité d'extraire les données et je vais lancer la génération de l'export. Je pourrais le déplacer évidemment, et puis, bah, surtout, c'est que, tous ces documents, je vais pouvoir gérer les accès. Gérer les accès, bah, ça va être, d'ajouter des personnes, de déterminer quels sont les rôles dans l'application qui auront la possibilité ici de modifier, de consulter, d'afficher le document sans pouvoir le télécharger éventuellement. C'est pas parce qu'il est disponible ici que je vais le rendre accessible à tout le monde et ça, je vais pouvoir le faire de manière globale, par rôle ou alors en fonction des personnes ici, je vais pouvoir, attribuer, à des personnes en particulier des accès. Ces documents que je vais retrouver ici, je vais aussi pouvoir les alimenter de différentes façons. Dans ce dossier, bah, je vais retrouver l'intégralité des éléments que je gère. Typiquement, les documents techniques, je vais retrouver, la possibilité d'insérer des documents techniques. Dans cette fenêtre-là, bah, je vais tout simplement lui proposer d'importer un fichier. Ce fichier, bah, je vais pouvoir, soit par le bouton parcourir, aller le récupérer, soit directement ici, le déplacer, le mettre en attente de téléchargement et l'importer. Et donc là, on est un petit peu dans ce que l'on connaît sur la partie, ACS avec le dépôt de facture manuel. On est sur le même mode de fonctionnement. Alors je vais me mettre sur plutôt la partie qualité, c'est celle-ci qui était, hop, gérée. Hop, je vais me remettre sur alors là, je fais document par document, mais sur certaines entrées, je vais avoir la possibilité d'aller récupérer un répertoire complet qui va venir alimenter ACS. Là, j'importe mon document en particulier. Je vais avoir différents statuts qui vont me permettre de savoir où en sont les intégrations. Et une fois le document intégré, il est en attente et j'ai la possibilité de le consulter et de le compléter. On peut être soit dans du dépôt simple, j'ai le document, je complète les informations et derrière, je l'enregistre dans l'outil et derrière, il est disponible pour faire des recherches.
Ou alors, on va pouvoir passer sur différentes étapes de validation avant que le document soit accessible. Également, là, je vais pouvoir, dans un menu déroulant, faire référence à un des fournisseurs de ma base de données Sedge. Et on parlait tout à l'heure du fameux fournisseur bio. Si je tape bio ici, je vais retrouver le même fournisseur Sedge et l'associer au document que j'ai renseigné. Et donc, ce champ pourra me permettre de faire des recherches. Et on va le voir aussi par la suite que l'on a la possibilité d'insérer, de personnaliser les écrans pour y associer des différents éléments. Je peux mettre des commentaires, je peux associer des pièces jointes. Et puis, je vais pouvoir passer le document à l'étape suivante qui, en fonction du workflow qui aura été déterminé, l'étape suivante, on est ici sur une étape de validation. Et dans ce cas-là, un autre utilisateur, avant de pouvoir rendre accessible le document, devra le valider. Je vous disais tout à l'heure la possibilité ici de déposer un fichier, mais effectivement, si je retourne sur mes documents ici, que je veux déposer un dossier complet, tout simplement, je vais faire du glisser-déposer. J'ai mon action copier qui s'active et le document, le répertoire Sedge que j'ai intégré va être pris en compte automatiquement et à l'intérieur va reprendre l'intégralité des documents qui étaient présents avec des PDF, avec des fichiers Excel, avec des fichiers Word. Tout ça sera possible et je vais retrouver ici, encore une fois, un affichage plus clair pour retrouver des documents dont j'aurais besoin. Évidemment, des droits sont à déterminer au niveau des utilisateurs et une organisation d'arborescence va pouvoir être créée. Heu, Toute cette arborescence, on va la gérer dans l'administration de l'outil. Donc déjà, on va pouvoir créer des modèles. Ces modèles vont me permettre de déterminer, dans mon répertoire fournisseur, dans mon répertoire client, quels sont les dossiers et sous-dossiers dont je vais avoir besoin. Et si je retourne ici, c'est là que j'ai les différents répertoires et la possibilité de rajouter d'autres répertoires. Voilà, ça va être, je sais pas, à compte et automatiquement ce répertoire à compte sera disponible dans cette organisation, dans cette arborescence. On va retrouver également des types de documents. Et ça, les types de documents, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la possibilité de personnaliser tout simplement l'ajout d'un document dans une catégorie spécifique. Donc on va avoir un libellé, des codes, des utilisateurs, des rôles d'utilisateurs qui vont pouvoir accéder à ces documents et à ces étapes de validation. Et puis, c'est ce fameux formulaire que je vais pouvoir personnaliser en ligne, dans lequel je vais pouvoir ajouter des éléments. Là, on a un numéro, on a une catégorie, un type, un fournisseur, une date de réception, pardon. Je veux rajouter une date d'échéance. Je vais pouvoir tout simplement ajouter ici la notion d'échéance, dire que c'est une date avec ou sans heure. Est-ce que c'est un champ texte, une liste déroulante ou des mots-clés? Et ce champ sera automatiquement récupéré sur le document. On parlait tout à l'heure de faire un lien avec d'autres informations. Là aussi, je pourrais refaire ce qu'on a vu tout à l'heure, mettre en place une liste déroulante et récupérer ici une liste d'éléments qui vont me permettre d'alimenter ce menu déroulant. Liste déroulante que je pourrais créer aussi de toutes pièces en passant par des types de documents qui vont me permettre d'énumérer comme ici des types de documents techniques, des types de documents qualité, etc., etc. Dans mon cas, je veux récupérer des clients et je vais pouvoir même formater le libellé qui va apparaître en ajoutant un numéro, par exemple, en ajoutant un intitulé. J'aurai ces informations qui seront visibles. Hop, je vais l'appeler client. J'ai la possibilité de rendre ce champ obligatoire, de le cacher si je ne veux pas le rendre accessible à tout le monde. Et toutes ces informations, voilà, si je veux les faire apparaître ici sur une colonne, une grande largeur, je vais pouvoir personnaliser ce formulaire. Un autre élément important, c'est que par défaut, les catégories que l'on va gérer, hop, je vais enregistrer ça. Les documents qu'on va intégrer, on aura la capacité à faire des recherches, soit par mots-clés, soit par le nom du document. Par contre, avec une option de récupération du contenu, le système va être capable d'indexer le document, de récupérer l'intégralité des données du document pour faire des recherches beaucoup plus puissantes et rechercher des éléments dans le contenu du document. Donc, en fonction des éléments que vous allez stocker, vous allez pouvoir permettre des recherches beaucoup plus larges
que la simple recherche sur le nom et sur les mots-clés. Et puis, on parlait tout à l'heure de workflow. On va retrouver ici le workflow associé au document. Et puis, les différentes étapes de ce workflow, je vais les retrouver ici. Et surtout, non seulement je vais les retrouver, mais je vais pouvoir les personnaliser. Mon document ici, grosso modo, il a une étape de validation. Il rentre dans le système, il est en attente. Je vais le soumettre à la validation de certains utilisateurs. Et une fois qu'il aura été validé, il passe en statut traité. Et tout ça, vous avez la main pour personnaliser les différentes étapes, ajouter des règles, mettre des conditions pour que, dans certains cas, si la personne qui a ajouté le document a déjà complété les champs obligatoires, le document va pouvoir passer en traité automatique. Les fonctions de recherche, justement, vous allez les retrouver dans cette partie tout document. Par le simple champ que vous avez ici, voilà, je recherche, tout à l'heure, encore une fois, on va prendre notre fameux bio. Je fais ma recherche, le système va me retrouver tout ce qui contient cette information. Les factures ACS, le dossier dans lequel associé à mon fournisseur bio. Ici, ce document qui doit contenir la notion de bio à l'intérieur. Donc, toutes les recherches vont pouvoir se passer ici. Et ces éléments, je vais pouvoir naviguer là aussi de manière assez simple pour retrouver tout le contenu des éléments que j'aurai dans ce répertoire-là. Soit des recherches, soit des ajouts d'informations. Je retrouve ici tout un tas de possibilités. Typiquement, je veux ajouter un lien. On n'est pas obligé de stocker que des PDF. Je vais pouvoir ici très facilement renseigner un lien et lui dire voilà, fiche KB Sage, et le système va m'enregistrer mon lien directement ici et le rendre accessible, et je vais pouvoir l'utiliser comme un lien hypertexte. Si je retourne sur mon répertoire tout à l'heure, mon répertoire Sage est ici. Tous mes documents ont été intégrés. Et puis, je vais pouvoir compléter ces documents avec ce formulaire qui se met à jour de manière automatique en fonction des personnalisations que l'on aura faites. Si je retourne dans ma partie qualité, hop, ici, tac, voilà. Vous retrouvez ici le menu qui a été personnalisé avec mon champ client qui a été ajouté, avec ma date d'échéance qui a été ajoutée. Donc, tous ces éléments vont permettre justement de compléter les documents que vous indexez pour les rendre accessibles facilement à tous les utilisateurs. Voilà pour cette partie GED. Donc, c'est un module qui vient compléter l'offre ACS, mais vous pouvez très bien bénéficier que de cette option GED sans avoir la partie ACS, mais les deux sont possibles également. Si on fait un petit point sur les bénéfices justement de la solution, on va voir que ça va vous permettre de gagner du temps. Une fois l'implémentation réalisée, vous avez une solution simple, 100% SaaS. Là aussi, pas besoin d'installation particulière. C'est une gestion documentaire à la fois conforme et sécurisée qui aura une interface intuitive. On peut comparer ça un petit peu à ce que l'on a avec l'explorateur Windows. Donc, vous allez organiser vos répertoires, vos dossiers, vos fichiers et vos sécurités. Ça va vous permettre de réduire beaucoup de fonctionnement. Voilà, déjà, ça limite le papier. Vous stockez tout en un seul endroit. Donc, pour tout ce qui est recherche, ça va vous les simplifier. Et puis, vous avez des utilisations, une activation de ces documents, une utilisation instantanée qui vous permet donc de pouvoir bénéficier de tous les documents en différents points. Vous pouvez automatiser vos processus documentaires. Et donc, tout ce que vous faites papier, vous allez le faire dans l'outil de GED, et vous allez mettre vos processus informatiques en place. L'accès facilité aux documents, encore une fois, de n'importe où, téléphone, portable, ordinateur portable, tablette, au bureau, en déplacement, vous accédez à ces documents qui sont donc stockés en toute sécurité et qui vont vous permettre donc de renforcer votre collaboration en interne
entre salariés, mais aussi vis-à-vis de l'externe, lorsque vous avez besoin de mettre à disposition certains documents à vos clients ou fournisseurs éventuellement. Donc, c'est vraiment un outil très, très puissant, outil qui a vocation à évoluer dans le temps. Si on regarde ici la roadmap de la GED, la GED est disponible depuis le mois de juin. Il y a la tech, donc comme on le disait, tout ce qui est arborescence automatique sur les tiers, les articles et les documents, des workflows personnalisables, l'intégration de PDF et de liens dynamiques avec cette leçon, et puis des recherches multicritères. Au premier trimestre 2026, vont arriver la signature électronique, des classements automatiques des documents qui vont entrer en pièce jointe. On ne l'a pas précisé, mais vous pouvez effectivement mettre en place aussi des adresses mail qui vont permettre d'envoyer des documents qui vont être intégrés automatiquement dans ACS. Or, vous aurez aussi la possibilité d'annoter les documents, de mettre en place une arborescence automatique sur les plans analytiques. Typiquement en compta, vous avez des codes à faire, des codes chantiers, comme pour les tiers, comme on l'a vu tout à l'heure, ça sera possible au niveau de l'analytique. Et puis, un outil d'intelligence artificielle va permettre la classification et l'extraction des données. Et puis, courant 2026, d'autres grosses nouveautés avec un processus documentaire, concernant le processus documentaire, la saisie de ligne sous forme de grille dans un formulaire principal, des nouveaux composants qui vont arriver pour les formulaires, en plus des menus déroulants, des champs de type texte, date, etc. Et puis des gestions de droits beaucoup plus fins, surtout au niveau des étapes du workflow. Des API vont être intégrées pour pouvoir intégrer automatiquement des documents, consulter les documents à partir d'autres applications. Donc, vous pouvez même, à partir d'une application métier, aller lire un document en particulier dans ACS. Et puis, dans le cadre de la facture électronique, l'intégration des flux de factures électroniques va être pris en compte dans ce cadre-là. Si on termine sur la partie ACS, parce que on se rend compte qu'ACS, au final, a différentes vocations, toujours dans le cadre de la dématérialisation, on constate que c'est véritablement une plateforme technologique de digitalisation des processus métiers d'une entreprise. On connaissait ACS principalement à l'origine pour sa partie achat, avec le traitement de la facture fournisseur, les validations, la gestion des imputations comptables, le rapprochement des documents avec la GESCOM par exemple, et la comptabilisation de tout ça. Ça va permettre donc dès à présent de gérer différents types de documents, plus seulement la facture électronique, enfin la facture fournisseur, mais également d'autres documents internes à votre entreprise pour les classer, les archiver, donc gestion multi-documents. Et puis, courant octobre, une partie vente va être disponible pour permettre aux utilisateurs ayant des gestions commerciales non Sage ou non compatibles FE de pouvoir transmettre les factures électroniques à partir d'ACS. Donc, là aussi, des API seront disponibles, des dépôts manuels seront possibles, permettant à une application, une gestion commerciale, l'ancienne gestion commerciale ou une application métier, de générer des factures PDF par exemple, de les déposer sur ACS. ACS contrôlera les factures et vérifiera que toutes les données sont présentes ou pas. Donc des alertes seront disponibles. Et puis par la suite, une fois que le nécessaire aura été fait, ces factures seront converties au format attendu par l'administration et transmises à la fois au client et à l'administration fiscale. Et donc ça, c'est ce fameux flux vente qui sera disponible courant octobre, donc le mois prochain. Voilà pour cette partie ACS et les trois grands axes de fonctionnement de la solution. Jessica, je ne sais pas si tu as des questions avant qu'on passe. Oui, j'ai des questions. Alors, on va commencer par la première question. Bonjour, est-il possible d'avoir un portail agréé pour les factures clients et un autre pour les factures fournisseurs? Oui, vous pouvez avoir plusieurs plateformes agréées et choisir Sage pour une partie, puis un autre partenaire pour une autre. C'est tout à fait possible. J'ai une deuxième question. Serait-il possible de pouvoir visualiser les factures fournisseurs pour la personne qui valide les paiements dans Sage?
Alors, oui, les factures fournisseurs, vous y accédez à partir de Sage Comptabilité, mais effectivement pas sur la partie moyen de paiement. Donc, lorsque vous validez les factures, dans moyen de paiement, vous pouvez consulter les écritures comptables, mais pas plus. Si c'est quelque chose qui est vraiment important, vous pouvez faire une suggestion via le Customer Voice qui est disponible dans l'application, et vous pouvez remonter cette demande à Sage qui fait évoluer ces applications en lien avec les demandes de nos clients. Donc, n'hésitez pas à leur faire la suggestion. Si elle intéresse du monde, elle peut être prise en compte pour une évolution future. J'ai une question au sujet du stockage des données. Est-ce que c'est stocké en France ou en Europe? Alors, c'est stocké, c'est le même mode de fonctionnement qu'avec ACS, on est sur le même hébergement. Donc, c'est des stockages qui sont faits en France, sur les serveurs Azure France. Alors, on peut vous communiquer la documentation technique là-dessus, mais tout est stocké en France. J'ai une nouvelle question. Est-ce que la partie gestion achat peut aussi servir à éditer des commandes d'achat et des demandes? Alors, ACS vous propose effectivement un module demande d'achat qui est relativement simple. Donc, il a le mérite d'exister, mais il ne permettra pas de répondre à toutes les demandes et tous les besoins des utilisateurs. Donc, l'objectif étant de faire une demande d'achat, de la soumettre à la validation de différentes personnes pour ensuite obtenir une commande validée. Sedge a prévu dans sa roadmap de faire évoluer de manière assez importante ce fonctionnement-là pour que l'on obtienne enfin un outil de demande d'achat digne de ce nom. Donc pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est prévu que Sedge le fasse évoluer très prochainement pour le proposer aux utilisateurs. As-tu d'autres questions, Jessica? J'ai une question concernant les licences. Doit-on prendre autant de licences que d'utilisateurs potentiels de la solution, y compris pour ceux qui n'auront que à faire des validations? Il n'y a pas de notion de licence. En fait, avec ACS, c'est des flux de documents que vous allez traiter. Alors pour la partie GED, vous avez aussi une histoire de stockage, évidemment, et vous pouvez vous rapprocher de votre commercial pour qu'il vous explique un peu tout ça. Mais d'un point de vue utilisateur, même principe que pour ACS, si vous êtes utilisateur ACS, vous avez un pack de factures et derrière, que vous soyez 10, 20, 500, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est des utilisateurs que vous créez à la demande dans l'application et utilisateurs auxquels vous accordez des droits. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et évidemment, il n'y a pas de lien avec la comptabilité ou la GESCOM. Je peux très bien utiliser ACS sans avoir besoin d'avoir une licence dans la compta ou la GESCOM. J'ai une autre question. Est-ce que c'est possible de connecter un compte Google Drive sur ACS? Alors non, ça ne sera pas un Google Drive. Là, les connexions pour le moment, c'est une connexion à une adresse mail qui va permettre, un peu comme là aussi sur ACS, de pouvoir récupérer l'intégralité des factures que l'on envoie à cette adresse. Donc on ne pourra pas faire cette connexion. Par contre, comme on le voyait tout à l'heure, ben, je peux faire un glisser-déplacer d'un dossier pour l'intégrer dans ACS et reprendre toute l'arborescence que j'ai dans ce dossier pour la rendre accessible dans la GED. Mais pas de lien avec Google Drive ou OneDrive ou d'autres types de drive pour le moment, tout au moins. Je ne vois pas d'autres questions. Et ben dans ce cas-là, on peut parler de notre Proxy Team Day 2025 qui aura lieu le jeudi 9 octobre au pavillon Royal, donc dans le bois de Boulogne de Paris. Événement Apogea qui a lieu tous les ans et qui est organisé de nouveau cette année. Pendant cet événement, c'est à peu près 200 participants, une quinzaine de partenaires qui vont venir rencontrer nos clients et leur présenter tout un tas de solutions. Cet événement est retransmis en région, donc pour les personnes ne pouvant pas venir sur Paris, ils pourront y accéder à distance par cette retransmission. Et c'est plus d'une dizaine de conférences qui vont permettre d'aborder différents sujets. L'un des principaux étant évidemment la facture électronique. Donc c'est un événement assez important.
Et dans le cadre justement de cette facture électronique, on a eu la possibilité donc de faire participer la DGFiP avec Mathieu Legal, qui est chargé de mission à la direction de projets de facturation électronique et qui va permettre donc de répondre à pas mal d'interrogations que nous avons tous sur cette réforme. Donc c'est la conférence phare d'Apogea cette année. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez participer à distance à cet événement. L'idéal étant que vous puissiez venir nous rencontrer au pavillon royal. Voilà, je me remets sur la date, le 9 octobre, de 9 à 16 heures, à Paris. As-tu d'autres éléments à ajouter, Jessica? Juste pour dire que j'ai mis le lien d'inscription si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien dans le chat directement. Je ne vois pas d'autres questions, donc merci beaucoup Bruno d'avoir animé ce webinaire. Je t'en prie. Alors, pensez à vous Et inscrire je à la fois. remercie aussi à tous les participants. Et n'oubliez pas, vous avez le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube Apogea et vous allez recevoir dans l'après-midi un mail avec le support de présentation qui vous sera partagé également. Et pensez bien à vous inscrire à la fois au Proxy Team Day et au référencement de votre adresse de facturation auprès de la plateforme agréée de Sedge. Très important. Merci beaucoup Bruno. Bonne journée à tous, à Belle bientôt. journée à tous. Au Au revoir. revoir.